Nous tâcherons de respecter les temps, chaque intervenant ayant 7 minutes pour nous faire passer son savoir et ses connaissances. Et je passe la parole tout de suite à Monsieur Cartapanis du Cercle des économistes qui va nous planter le décor. Oui, merci. Alors je dispose de 6 minutes pour simplement dresser un panorama de la question qui nous réunit, qui est celle des adaptations éventuelles à apporter au système financier afin de favoriser l'émergence d'un nouveau régime de croissance. Alors, pour quelle raison cette question a-t-elle été choisie par les membres du Cercle? Le sentiment est que, quelles que soient les configurations qui seront celles finalement de ce nouveau régime de croissance en matière technologique, en matière de bouclage macroéconomique ou de répartition des revenus, on est en présence de besoins de financement absolument considérables et on n'est pas certain que l'architecture actuelle de la finance, du point de vue des comportements, du point de vue également de ce que sont les divers types de supports de financement de l'investissement, soit réellement en phase avec ces besoins futurs. On a beaucoup parlé d'une sorte de basculement depuis hier d'un monde keynésien qui est celui de la gestion de la crise vers un monde schumpeterien, qui serait celui donc de la construction d'une sortie de crise. Je rappelle que chez Schumpeter, l'entrepreneur est indissociable du banquier. Il y a une connexion constante dans les travaux de Schumpeter en la matière. Et pour autant, peut-on dire qu'aujourd'hui les choses se posent en des termes semblables? Je ne le crois pas. Et donc je voudrais simplement mettre l'accent dans cet avant-propos sur les spécificités des investissements importants de nature à préfigurer un nouveau régime de croissance, avec le risque de ne pas disposer des systèmes financiers de nature à pouvoir répondre à cette spécificité. Alors d'abord, quels sont les grands domaines? Là, je ne vais pas y revenir longuement. Nous savons tous qu'il s'agit d'imaginer de nouveaux gisements d'activité et d'emploi en matière de croissance verte, en matière d'économie numérique, dans le domaine des biotechnologies. Et cela recouvre finalement l'ensemble des éléments de l'économie immatérielle, de l'économie de la connaissance. Mais quand on traduit ce type de champ ou de domaine du point de vue des investissements à réaliser et à financer, eh bien, il y a des spécificités tout à fait significatives. Premièrement, c'est la nature du risque. On est réellement sur quelque chose qui est plus proche de l'incertitude que véritablement du risque probabilisable par rapport à l'expérience dont on peut disposer. En effet, il s'agit, en matière de choix technologiques, en matière de basculement également de comportement dans la société, pensons au système de transport, au mode de logement, d'éléments très lourds dans le changement et dont nous ne sommes pas capables ni de spécifier ce que seront les choix qui l'auront emporté, ni de décider également de définir les calendriers qui seront observés. Deuxième élément, ce sont des investissements caractérisés par des coûts fixes très élevés et des coûts variables qui ensuite pourront accompagner le développement de ces investissements. Ce sont également des domaines ou des investissements qui s'accompagnent d'énormes externalités, ce qui veut dire que les investisseurs ne sont pas sûrs de pouvoir maîtriser les retombées économiques de leurs investissements. C'est le cas évidemment en matière de recherche, c'est le cas dans les industries de réseau, c'est le cas en matière de formation supérieure également. Ce sont, pour toutes ces raisons, donc, des investissements qui vont se développer dans la très longue période et qui, par voie de conséquence, se caractérisent par une énorme incertitude. Le meilleur exemple en la matière, c'est la voiture électrique. On sait qu'il y a des choix technologiques alternatifs aujourd'hui, entre par exemple Renault ou bien Toyota. Vous frôlez le carton rouge. On sait que, bon alors je vais accélérer, on sait que du point de vue également des comportements, on ne sait pas exactement comment les consommateurs vont réagir et vont s'approprier ce nouveau mode de locomotion avec un autre type d'énergie. Donc il y a là un exemple du caractère extrêmement risqué, incertain de ces investissements. Deuxième volet de mon avant-propos, est-ce que les systèmes financiers présentent aujourd'hui les capacités de financer ce type d'investissement avec ces caractéristiques? Et là, on peut mettre en avant le fait, premièrement, que si dans le passé, une très large part de ces investissements ont été financés par des acteurs publics, c'est aujourd'hui beaucoup plus difficile.
compte tenu de ce que sont les difficultés liées à l'endettement et au fait que les États sont moins à même qu'ils ne l'ont été, par exemple en Europe dans l'après-guerre, de financer ces énormes investissements. Deuxième exemple que je donnerai, c'est les incertitudes, et je m'arrêterai là, c'est les incertitudes sur les conséquences que les nouvelles régulations financières peuvent induire quant à l'arbitrage entre, d'un côté, le financement de l'activité et donc de la croissance, et d'un autre côté, la stabilité financière. Là, il y a débat du point de vue de ce que peuvent réaliser de ce fait-là, de ce fait même, les opérateurs financiers. Pour me résumer, donc, il y a une incertitude quant aux formes et aux modalités de financement de la nouvelle croissance. Nous attendons de tous les participants à cette table ronde qu'il y ait des éléments de proposition. Merci. Je donne la parole maintenant à Monsieur donc Aglietta pour 9 minutes. On va faire cette introduction en allant directement au but et en évitant la langue de bois. Donc la première chose que je voudrais faire est deux choses. La première, c'est dénoncer une erreur de diagnostic majeure des gouvernements européens et ensuite faire des propositions précises selon les suggestions de mon ami Kartapanis. Alors l'erreur majeure, c'est une erreur comptable en quelque sorte, c'est de dire la seule chose à faire aujourd'hui, c'est de l'austérité budgétaire, oubliant que dans tous les grands pays, en tout cas occidentaux et notamment européens, la dégradation de la dette est venue exclusivement, je dis bien exclusivement, du naufrage de la dette privée. En conséquence, c'est la même, ça veut dire que ça revient exactement à traiter un symptôme en oubliant déjà la cause de la maladie, en supposant que la maladie a déjà été soignée toute seule. Évidemment, c'est le contraire qui se passe, et le danger est massif. Et il est clair que c'est la dette privée, c'est la dette globale qu'il faut regarder, la dette nationale brute. Alors évidemment, cette dette nationale brute, tout le monde sait, elle a explosé, elle est passée de 200% pour les 10 principaux pays de l'OCDE à 300% du PIB entre 1995 et 2008, mais il y a quelque chose de beaucoup plus grave, c'est que l'utilité marginale de la dette s'est effondrée. L'utilité marginale de la dette, c'est l'augmentation du PIB par rapport à $1 de dette privée supplémentaire. Il est passé de 0,6 $ pour $1 privé de dette supplémentaire en 1995 à 0,2 aux États-Unis avant la crise. Et les États-Unis donnent le là, c'est partout pareil. Ce qui veut dire que la dette a servi à tout autre chose qu'à faire de la croissance. La dette, on le sait, à quoi elle a servi. Elle a été totalement détournée dans les spéculations sur actifs et donc dans les bulles spéculatives. Elle a essentiellement servi à capter des rentes massives pour un oligopole financier. Ce qui veut dire que ce régime de croissance-là, il est fichu. Et croire que l'on peut repartir avec le même type de logique est évidemment quelque chose d'aberrant, dans la mesure où le désendettement privé est un processus qui va durer très longtemps. Ce qui veut dire que le secteur privé, et c'est là qu'est l'erreur fondamentale au plan de la macroéconomie, est absolument incapable, dans les règles actuelles et dans les incitations actuelles, à prendre le relais d'une austérité budgétaire, d'une consolidation budgétaire. Donc on est évidemment menacé, en tout cas c'est un risque énorme qui a été totalement écarté par les gouvernements européens, on est menacé par des années de marasme en espérant même qu'on éviterait une nouvelle récession. Donc ça veut dire quoi? Il faut changer beaucoup de choses. Ça veut dire que si on veut relancer l'économie privée, tout en faisant de la consolidation budgétaire, de la vraie consolidation budgétaire, ça veut dire qu'il faut une transformation de la structure des recettes fiscales et il faut qu'elle soit de telle manière à créer de l'incitation au secteur privé à des agents privés qui ne sont pas soumis au désendettement, mais qui pour l'instant sont contraints par le désendettement général. Et donc il faut créer à la fois un mode d'intermédiation financière qui complète ce qui existe déjà. Et qu'est-ce que c'est créer des incitations dans une économie de marché? C'est changer des prix relatifs. Donc comment les États pourraient mener une politique qui change des prix relatifs et qui en même temps crée, capte l'épargne là où elle est, chez les investisseurs institutionnels, et qui crée... Pardonnez-moi, mais c'est assez désagréable. Vous pouvez fermer les portables. Vous dites depuis une éternité que vous fermez les portables. Excusez-moi. C'est très embêtant d'être coupé comme ça. Hein. Et donc, parce qu'on est dans une démonstration logique quand même. Je dis, l'important, c'est changer des prix relatifs pour que des consommateurs se mettent à consommer autrement, que des entreprises trouvent des sources de rentabilité nouvelles,
et en même temps créer un système financier qui capte l'épargne là où elle est chez les investisseurs institutionnels et crée une nouvelle intermédiation à côté de celles qui existent et qui sont paralysées et qui permet de financer ce type d'investissement. Eh bien, il en existe en effet, bien entendu, un, et à mon avis un seul, c'est d'introduire une fiscalité carbone à l'échelle de l'Europe. Ça me paraît absolument crucial. Une fiscalité carbone, c'est une taxe carbone et c'est le produit de la taxe carbone. Une fiscalité carbone qui devrait passer probablement, en commençant à 40 $ la tonne de CO2, à 100 à peu près au milieu de la décennie, à 200 en 2020, pour pouvoir être efficace et donner véritablement l'incitation et les possibilités de nouvelles rentabilités. N'oubliez pas qu'une valeur sociale du carbone, et c'est la responsabilité des États, un prix garanti du carbone réduit la prime de risque de long terme pour les investissements à durée longue et à forte incertitude. Mais il faut utiliser le produit de cette taxe pour maximiser la croissance. Ça veut dire, bien entendu, qu'il faut affecter le produit de cette taxe à une réduction des cotisations sociales sur les salaires, de telle manière à avoir un double dividende. Le premier, c'est d'orienter l'investissement vers des technologies bas carbone. Et le deuxième, c'est d'augmenter la compétitivité des entreprises de toute l'Europe. Toutes les simulations qui ont été faites montrent que cette combinaison maximise l'emploi, bien entendu. Pour quelle raison? Elle réduit l'intensité énergétique des combinaisons productives et elle accroît l'intensité travail. Par conséquent, elle favorise l'emploi de la manière la plus importante. Ça, c'est le premier aspect. Mais le deuxième aspect qui va avec ça, c'est l'accompagnement financier. Alors, l'accompagnement financier, à mon avis, a deux éléments essentiels, qui sont, le premier, on a changé des prix relatifs. Donc, on a modifié les rendements relatifs des processus de production. On fait également quelque chose d'important, je m'appuie là-dessus, une régulation financière qui bloque et qui essaye, en tout cas, si elle est bien faite, de bloquer le capital spéculatif qui a mené au type d'endettement dont j'ai parlé tout à l'heure. Il faut aller plus loin. Il faut faire en sorte que les PME puissent se financer, puisque les banques sont prises dans le processus de désendettement et ne les financeront pas, ou très mal. Bien entendu, il faut s'appuyer sur une rénovation des marchés de produits dérivés et de la titrisation pour titriser les dettes des PME. Donc, titriser les dettes des PME, c'est un élément essentiel si vous voulez, des piliers de la nouvelle finance. Donc, la titrisation n'est pas mauvaise en soi, au contraire. La titrisation doit être activée en tirant toutes les leçons des aberrations des banques d'affaires pour la sortir, si vous voulez, des griffes des banques d'affaires, la mettre dans des systèmes centralisés suffisamment contrôlés et supervisés et titriser, bien sûr, les dettes des PME. Et l'autre élément crucial, c'est le financement des très lourds investissements dont je parle, et notamment, si on crée les incitations de prix, on doit ouvrir ce champ de nouveaux investissements. Eh bien, il faut bien entendu créer une intermédiation. Cette intermédiation, ça veut dire, vous l'appelez comme vous voulez, moi je l'ai appelé fonds vert européen, ça veut dire qu'il faut créer un fonds à l'échelle de l'Europe qui serait capitalisé par un accroissement du budget européen. Si on ne fait pas d'accroissement du budget européen, on n'ira nulle part, car il faut que ce fonds, si vous voulez, si vraiment on veut $1 trillion de prêts de toute nature liés à la nouvelle croissance, il faut 10% à peu près pour à peu près de garantir, il faut un levier de 10. Il faut à peu près 10% de capital. Ce capital doit être fait, puisque c'est vraiment quelque chose de solidarité européenne, par l'augmentation du budget européen dédié à la capitalisation de ce fonds. Là-dessus, ce fonds aura évidemment une garantie formidable de toute l'Europe avec un capital suffisant. Il peut émettre des titres massivement, émettre des obligations de haute qualité en direction d'investisseurs qualifiés, qui ne sont pas nécessairement des investisseurs institutionnels individuels, mais qui sont des pools d'investisseurs institutionnels, qui peuvent se constituer pour faire ça. En effet, le fonds Marguerite, par exemple, que la Caisse des dépôts a créé avec un ensemble d'investisseurs institutionnels du monde entier, est un premier, si vous voulez, un archétype de fonds de ce type. Donc, émettre des obligations longues qui seront rémunérées par le rendement des prêts, évidemment, que fera ce fonds, qui permettent de faire un levier considérable en captant l'épargne institutionnelle dans un fonds qui fait quoi? Il ne finance pas directement. Il est évident qu'un fonds européen ne peut pas savoir où on doit aller. Oui, j'en ai pas besoin d'une minute. Pas savoir où mais si vous me faites perdre du temps, bien entendu. Savoir où on doit aller. Ça veut dire qu'il doit financer des fonds de private equity, qui peut financer des banques de développement,
qui peut financer des fonds du type fonds d'investissement stratégique, qui soient publics ou privés, de façon à la fois à avoir une allocation précise de ce type d'épargne, et vous avez un type d'intermédiation complet, parlant des investissements institutionnels d'un côté, passant évidemment par un fonds collectif bien capitalisé, allant ensuite à des fonds spécialisés qui financent directement la nature des investissements. Donc, pour conclure, pas de nouvelle croissance en Europe sans politique commune. La politique commune suppose 3 choses: refonte fiscale, budget européen, groupement d'investisseurs long terme. Merci beaucoup. Je passe la parole à mon voisin de gauche, Monsieur Angle. Merci. J'ai pour démarrer une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que la finance ne fait pas de miracle. La bonne nouvelle, c'est que les PPP, à condition d'être profondément repensés, vont contribuer à la nouvelle croissance. On a mentionné dans l'introduction les PPP comme une voie de financement pour cette nouvelle croissance. Il faut dire sans ambiguïté qu'un PPP ne peut pas rendre rentable, par une espèce de coup de baguette magique, et donc viable, un projet qui ne le serait pas du tout structurellement. PPP, cela veut dire partenariat public-privé. Cela veut aussi dire ne pas perdre de pognon bêtement, si vous me passez l'expression. Macquarie est une banque d'investissement qui agit majoritairement dans le secteur des infrastructures. Avec 200 milliards d'actifs sous gestion dans le monde, et ayant précédé d'une quinzaine d'années le fonds Marguerite qu'on vient d'évoquer, Macquarie est particulièrement bien placé pour repérer les meilleures pratiques de financement au service de la croissance à venir. Je voudrais donc partager quelques réflexions pour rendre les PPP vraiment contributeurs à la nouvelle croissance que nous appelons tous de nos vœux, après avoir évacué 3 idées fausses qui ont été souvent entendues en ces temps de crise. Première idée fausse, l'emprunt public devait compenser la crise du crédit privé. Au contraire, si le retour de l'État revient à dépenser sans toujours beaucoup de discernement de l'argent qu'il n'a pas et dont on finit par se demander s'il l'aura un jour, ce n'est certainement pas le nouveau modèle de référence. Il vaut mieux un double Alka-Seltzer plutôt qu'un pastis sur notre gueule de bois pour aller dans le sens de Denis Kessler, ici même l'an dernier. Depuis, on a le sentiment que le ministère de la Relance a fait place au ministère de la Rigueur, même si le mot étant tabou, c'est un ministère virtuel. Pour un peu, on serait passé en un an du grand emprunt au grand remboursement. Deuxième idée fausse, les générations futures paieront, et les États s'en sortiront toujours car ils peuvent lever l'impôt. Au contraire, cette capacité est en train de disparaître, tant la productivité marginale de l'impôt décroît rapidement dans un monde ouvert, a fortiori si l'on se trouve du mauvais côté de la courbe de l'affaire. Troisième idée fausse, l'investissement privé serait forcément court-termiste, et à ce titre responsable de la crise actuelle. Au contraire, les investisseurs privés de long terme existent et sont un modèle alternatif remarquable. Macquarie en est un bon exemple. Substituer financement public sans mesure à financement privé sans règles revient au fond au même, et la crise des dettes publiques que nous vivons en est la preuve, comme un retour du boomerang des plans de relance et de décennies d'indiscipline. Pour illustrer mon propos, j'ai apporté ce boomerang. Macquarie est un groupe australien, ne l'oublions pas, que je ne lance pas, tant il risquerait de priver notre ami Jean Hervé, s'il était par là, des derniers cheveux qui lui restent. Pour faire face à la crise, et notamment dans le domaine financier, il faut en fait respecter 3 équilibres fondamentaux. Premier équilibre, celui de l'équité qui doit régner entre les générations actuelles et les générations futures, tout simplement. Deuxième équilibre, celui qui se cherche entre pays développés et émergents. Les investissements qui ne passent plus par la zone OCDE sont de plus en plus importants. Macquarie le constate en Asie-Pacifique, et je suis certain que d'autres intervenants le développeront mieux que moi à cette tribune. Troisième équilibre, c'est celui qui doit régler les rapports entre l'intervention publique et l'initiative privée. C'est ici que les PPP ont toute leur place, si et seulement si ils évoluent radicalement. Et donc après 3 idées fausses et 3 équilibres, je voudrais faire 3 propositions. Première proposition, créer le défenseur des générations futures ou le ministre d'État en charge des générations futures. Il pourrait intervenir à titre défensif pour défendre les générations futures en appelant au Conseil constitutionnel ou à la Cour des comptes. Il pourrait aussi intervenir à titre offensif en identifiant les investissements rentables susceptibles de contribuer à la croissance et d'être financés par les PPP. Il pourrait également avoir la charge de diminuer l'instabilité du cadre législatif et réglementaire, très désincitatif de l'investissement, notamment dans les PPP, et in fine, dommageable aux générations futures. On a vu l'exemple récent de l'Espagne qui, en prenant des mesures rétroactives, a ouvert la boîte de Pandore. Deuxième proposition, créer les comités de financement public-privé.
L'élaboration des budgets locaux et nationaux d'investissement devrait être précédée d'une consultation obligatoire de représentants qualifiés. Faire intervenir les participants potentiels en amont de la chaîne de décision, ce serait respecter l'esprit même des PPP. Je voudrais développer davantage ma troisième proposition. Pourquoi les PPP ne décollent-ils pas en France et en Europe? Sans doute parce que la manière de les envisager jusqu'à maintenant n'a pas été la bonne. Pour faire simple, l'idée reçue est la suivante. Pas assez rentable pour le privé, trop cher pour le public, faisons un PPP. Les PPP sont envisagés comme moteur auxiliaire de finances publiques défaillantes ou d'investisseurs privés en mal de déboucher. En partant sur cette base, on est sûr d'échouer. Les PPP ne sont pas les Saint Rita, les patronnes des causes désespérées du financement de l'économie. Ils doivent permettre une allocation des flux d'épargne vers des investissements rentables. Les PPP mal conçus, au contraire, sont mis en avant ou stoppés au gré des programmes successifs de relance et d'austérité. Le boomerang relance-rigueur en a mis plusieurs en évidence et ce n'est sans doute pas fini. Une vision simpliste des PPP correspond en effet à une complémentarité par le bas, partage des fonds propres et externalisation de la dette de la puissance publique. Le PPP est vu comme une réponse à une crise budgétaire alors que nous vivons une crise de gouvernance. Le cœur du sujet est donc de passer de cette complémentarité de financement en aval, beaucoup trop restrictive, à une complémentarité de gouvernance en amont. Car en fait, quels sont les véritables avantages des PPP pour la puissance publique? Dans la mise en œuvre des projets effectivement retenus d'une part, bénéficier des meilleurs outils, des meilleures pratiques en matière d'ingénierie financière. C'est utile bien sûr, mais c'est insuffisant. Et d'autre part, l'intérêt des PPP devrait résider au moins autant dans le choix même des investissements, dans la définition des projets. On a vu hier qu'en co-investissant avec des investisseurs privés, une institution comme le FSI se met par exemple à l'abri d'éventuelles instructions purement politiques. Cette dimension de co-investissement fait partie de l'ADN du FSI et c'est ce qu'il faut reproduire dans les PPP de demain. Il faut donc associer les investisseurs à la définition même des projets, beaucoup plus en amont, passer d'un recours au PPP par défaut à une véritable coproduction publique-privée des grandes décisions d'allocation et d'investissement au service de la croissance. Et dans la mise en œuvre, il faut lutter contre la guérilla de services administratifs, fondamentalement rétifs en France et ailleurs en Europe à l'idée même des PPP, et qui rendent parfois les opérations concrètes impossibles, malgré l'engagement des politiques. Il y a 90 ans, face à une crise mondiale sans précédent, le gouvernement des États-Unis a proposé un New Deal à la société et à l'économie américaine. D'esprit keynésien, ce deal impliquait de renforcer le rôle d'un État jusqu'alors relativement faible. Aujourd'hui, alors que les États, même les plus libéraux économiquement, jouent un rôle important pour l'économie, et que renforcer encore leur poids revient à mettre en danger les équilibres budgétaires et par conséquent économiques et financiers, le New Deal dont nous avons besoin est précisément un New Deal des partenariats publics-privés, organisé autour d'une gouvernance partagée en amont et plus seulement de financement partagé en aval. Je vous remercie. Monsieur Coutinho, de la Banque brésilienne de développement, pour 7 minutes. 7 minutes, let me try. Well, I try to stick to the main points about how to finance the recovery. And I will pose the idea that doing finance through development banks or through multilateral or regional development banks in supporting infrastructure and other positive rate of return investment, particularly autonomous investments. It could be PPPs, could be private, could be public investment. If it has positive rates of return, this is a superior strategy as compared to financing or just to spending, direct expenditures in current expenditures or on consumption expenditures, which are foregone with no return. So this is the superior strategy. I think that the experience of China, Brazil, and other Asian economies in either resisting the crisis or very quickly
overcoming the crisis was based in the support of public banks and development banks in infrastructure and other private or public projects with rates of return that will not affect public finances and in which the public debt gets transformed into productive investment and not just into wasted as expenditures or just becoming the counterparty of bank losses. So this is the right way of recovering. I will also stress that the market, private banks, will be in deleveraging, digesting their losses. Credit will be very selective and expensive in many places. European banks will be in bad shape for coming years because of a public debt crisis. Consumers are over-indebted and will not expand soon also. And thanks God, at least corporations are not are reasonably in good shape. Corporations, the corporate sector is not as bad as the banking. So there is a way out if we're able to support project financing in infrastructure. And I think the important exception is also investment in R&D. This is maybe a qualitative, a very important kind of investment that is worth for direct expenditures by the public sector. I would also fully support the idea that was advanced by Dr. Aglietta of a carbon tax on energy. I think that a global carbon tax, not just an European carbon tax, I think we have to fight for a global carbon tax that could create a large fund for supporting global recovery with a clear bias towards sustainability and other green-related investment projects that I think are badly needed and would provide a new framework for supporting multilateral banks, large regional banks like the Africa Development Bank, like the Asia Development Bank, like the Inter-American Development Bank, and other national banks. Fortunately, we in Brazil have efficient public banks that were able to respond to the crisis and provide, during the crisis year from September 08 to the end of last year, almost 80% of the increase in credit was provided by public banks in a very efficient way. So that's my point. I will stop here. Thank you very much. Je passe la parole à Monsieur Jacques-Henri David. Merci. Je voudrais être relativement bref également, mais essayer de répondre ou en tout cas de réagir sur les deux, enfin la principale question en fait qui est posée dans cette table ronde, c'est-à-dire quelle nouvelle forme de financement, quels nouveaux acteurs pour les financements du futur et d'une nouvelle croissance. Ma première remarque
c'est qu'au risque de décevoir, je crois qu'il ne faut pas imaginer qu'il va y avoir de révolution dans ce domaine. C'est-à-dire que les acteurs du futur de ces financements seront et resteront ceux d'aujourd'hui, pour des raisons d'ailleurs toutes simples. Alors sans doute ils évolueront, ils auront des poids relatifs différents, ils interviendront de façon un peu différente, mais pour une raison toute simple, ils resteront plus ou moins les mêmes. Qui sont-ils? Les banques, les compagnies d'assurance, les OPCVM, les fonds de pension, qui sont les principaux fournisseurs d'épargne mondiale aux besoins de financement. Gardons en tête les ordres de grandeur. Et je prends des ordres de grandeur mondiaux. Les chiffres que je vais citer sont évidemment uniquement des ordres de grandeur. Il ne faut pas les prendre à la lettre, mais c'est leur poids relatif qui est important. Le système bancaire, dans l'économie mondiale, des financements, c'est 80 000 à 100 000 milliards de dollars. La capitalisation boursière mondiale, c'est 50 000 milliards de dollars. Les financements les fonds gérés par les compagnies d'assurance, c'est 16 000 à 20 000 milliards de dollars. Les fonds de pension, c'est le même ordre de grandeur, 20 000 milliards de dollars. Les OPCVM, 25 à 30 000 milliards de dollars. Si je cite ces ordres de grandeur, c'est pour marquer la différence par rapport, par exemple, au fonds de capital investissement ou aux fonds souverains, qui, en termes globaux, là aussi, sont plutôt de l'ordre de 3 à 4 000 milliards de dollars. Et par conséquent, dans les besoins financiers de la croissance future, certes, les fonds souverains, certes, le capital investissement, certes, les investisseurs publics à long terme vont prendre une part croissante, c'est évident, mais ils ne sont pas en situation de matcher les ordres de grandeur qui transitent aujourd'hui par les canaux habituels de ces financements. Je prends juste pour exemple les fonds souverains, et je pense que d'autres que moi en reparleront tout à l'heure à cette table. On connaît leurs priorités, on connaît aujourd'hui leurs objectifs. Sécuriser les approvisionnements de leurs économies nationales en matières premières, en énergie, etc., acquérir des technologies ou des savoir-faire au bénéfice, là encore, de leurs industries naissantes ou en développement. Tous ces investissements sont des investissements de long terme et il est clair, et dont l'objectif premier n'est pas une rentabilité à court terme. Donc il est clair que ces fonds souverains sont exactement dans la ligne de ce qu'il faut en quelque sorte développer, voire se développer à l'avenir. Mais encore une fois, leur poids relatif ne changera pas du jour au lendemain. Leur poids relatif n'est pas encore suffisant pour se substituer véritablement au système bancaire et au système de marché. Alors, ma deuxième remarque, je crois, bien entendu, elle est connue, mais je crois qu'il faut la rappeler, c'est que dans la formidable réorganisation de la régulation bancaire, de la régulation des activités des compagnies d'assurance qui est en train de se mettre en place, il ne faut pas oublier l'objectif qui est de réduire le risque, de maîtriser mieux le risque macroéconomique, il faut faire très attention de ne pas provoquer en quelque sorte un blocage du fonctionnement de ces institutions. On en a besoin. Il est important de mettre en place des ratios, des normes de régulation pour éviter une nouvelle crise financière. Il est clair qu'on ne peut pas se permettre une nouvelle crise financière. Donc, c'est indispensable de mettre en place de nouveaux ratios financiers, de nouveaux ratios prudentiels, mais attention, et c'est là mon commentaire, attention à ne pas mettre en question, si je puis dire, l'efficacité des systèmes bancaires ou des marchés par des effets secondaires qui seraient terribles sur les économies nationales. Je rappelle les chiffres qui ont été calculés par l'IIF, l'Institute of International Finance, il y a quelques semaines. C'est 4 points de croissance mondiale d'ici 2015 qui sont en question. On ne peut pas se permettre de perdre 4 points de croissance mondiale. Donc attention dans la mise en place de ces normes.
Ma troisième remarque, c'est pour rebondir sur la question des PPP, la question de l'accord, enfin, du partenariat entre financement public et financement privé. Très clairement, depuis quelques années, et particulièrement et singulièrement depuis la crise, j'ai le sentiment que les financements publics peuvent, s'ils sont judicieusement couplés aux financements privés, jouer un rôle actif et efficace de catalyseur d'initiatives et d'investissements porteurs d'avenir et de croissance. Je dis bien de catalyseur. C'est clair, l'état de la dette publique aujourd'hui ne permet pas de substituer des financements publics à des financements privés qui sont défaillants. En revanche, le fait de les utiliser à l'appui des financements privés, soit pour tempérer le risque, soit pour le moduler dans le temps, tout ceci me paraît être une des clés une des pistes en tout cas à explorer pour le futur. L'exemple du Fonds stratégique d'investissement en France est tout à fait éclairant à cet égard. Il joue ce rôle de catalyseur, de mobilisateur d'épargne à long terme au profit d'investissements a priori porteurs d'avenir. Certes, les montants en jeu sont relativement limités, mais il montre en quelque sorte que c'est possible. De même pour le financement des PME qu'évoquait tout à l'heure Michel Aglietta, il est clair que Oseo en France a aussi un effet d'entraînement tout à fait remarquable sur l'investissement privé. Je crois que ceci montre que c'est possible. Il faut probablement le générer à plus grande échelle au plan international, au plan général, mais il me semble que c'est une des pistes qu'il faut explorer au maximum. Voilà les 3 ou 4 remarques que je me proposais de faire. Merci. Je passe la parole à M. Bin Essa Al-Khalifa, qui est un expert du développement et qui nous vient du Bahreïn. Thank you very much. It's a pleasure to be here. I'd like to start and pick up on what my colleague, Monsieur David has just mentioned. There are a few things we should remember and start off with, is that globalization works. What started as a problem in one sector in one country has affected all of us. The second important thing is fundamentals matter. All the ideas of new finance, new development, packaging bonds and synthetic instruments, we must have some underlying fundamentals behind them, and this crisis has shown us that. The third is is that our fundamental economic system still works. We hear about Keynes, Schumpeter, and others. So the answer to the question is, if we are looking for a new way of growth that will bring us back to the old world, and this is what my colleague said earlier, it's not going to happen. We still have to believe and go back to the fundamentals. Bruno from Macquarie grew from an Australian investment bank to a global powerhouse by depending on long-term, essentially investors, pension fund money, and things like that, and focusing on investors. We will have to go back to the fundamentals and principles of long-term investing, so you know, the fiscal conservatism, and responsible management. This is, I believe, the way we will get back our growth. We have lost our ability to defy gravity. We have lost you know, there was a lot of wishful thinking that we can grow forever. It happened in our part of the world, and in the United States. We've been through several bubbles.
and we keep forgetting, and I'm not saying we will forget in a couple of years, and people will start to grow. But I think the way we will respond to these, and I will add, so the solution is we will, the way we will generate growth is through what I call the economics of incentives. So a carbon tax is one of the possible ways where we can do it. We have to put in our economic system things that change our behavior and allow us to move forward and move the allocation of resources into a more sustainable matter. We have to do more with less. A carbon tax is one of the issues, and there are plenty of others. So it is, people will always try to create a more optimistic solution that we can grow at, 7, 8, 10, 15%. But, populations grow at a certain level, productivity grows at a certain level, and we have to accept that and be happy with that. So the good news is we can grow, we have the fundamentals, we have the capability to grow, but we have to be reasonable and rational with it and use the policy levers we have to do that. The countries that have overspent, maybe I can use an example of weight. If I'm overweight, I have to slim down. Some countries are overweight and have to slim down. There's no getting around that. It will take longer for them to come back to sustainable growth. But the countries who were responsible in the past will continue to grow. And there are countries that grow in the world today. So it is the good news is we can grow, but it will not be at massive, strong rates. It will be rates that are more realistic. We have to use the tools that we have and focus on the fundamentals. And we will generate growth, but we will not be able to defy gravity or defy the laws of nature. So, good news and bad news. It is, I think, as I said, the good news is we can grow, but we have to be more realistic about it and focus on sound policy and sound regulation. This is, I think, what we're doing in Bahrain, and I think there are several other cases around the world where people are doing this, and we just have to continue to work hard. It's not sexy, it's not glamorous, it's not, the banking, the investment bankers will have to change their attitude. But I think the good news is there is hope for the global economy, and we just have to focus on sound policy to get there. And I think I will end there and try to get the award for the shortest speech. Thank you very much. Je passe la parole à deuxième Brésilien qui est à cette table, Monsieur Joachim Levy, qui est le ministre des Finances de l'État de Rio de Janeiro. Merci pour l'invitation du Cercle des économistes. Je veux essayer de parler sur le Brésil, pas forcément comme un modèle, mais comme encore une expérience pour ce mosaïque que peut aider nos réflexions. Alors, le Brésil connaît bien trois piliers pour l'épargne de long terme, pour les investissements, surtout d'infrastructures. Le premier pilier, c'est l'épargne forcée.
Alors l'exemple le plus connu, le plus ancien, c'est le FGTS. C'est un fonds dont on verse 8% de notre salaire et quand on est licencié, on recueille cette épargne. Les fonds qui sont ramassés là sont à peu près 100 milliards d'euros et ils sont destinés surtout à l'habitation, à l'hygiène publique, le traité des déchets et des eaux. Ça marche bien. Ça a été établi par les militaires et ça marche toujours. Le deuxième pilier, le deuxième fonds de cette nature, c'est exactement ce qui financie la BNDES. C'était aussi prélevé sur le salaire, établi avec la Constitution de 88. Maintenant, c'est une partie du TVA fédéral et bon, ça porte à peu près 6 milliards d'euros par an. Donc, c'est pas suffisant pour financer tous les prêts de la banque, qui approche 50 milliards d'euros par an, ce qui a fait le Trésor à l'aide de l'État directement par l'acquisition de la dette subordonnée de la banque. Bien sûr, c'est quelque chose qui me touche très directement parce que au passé, dans les premières années du gouvernement Lula, j'étais responsable de gérer le Trésor. Donc, je suivis ça. Bon, les deux systèmes marchent bien. Le deuxième pilier, c'est le pilier de l'épargne libre. Alors, on a tout le système de fonds de pension, d'assurance. C'est quelque chose aussi à peu près de 200-300 milliards d'euros. Encore de fonds d'investissement normal, 600 milliards d'euros. Et là, on voit que le rôle, il applique dans la bourse, obligations et aussi de toutes sortes de structures, des produits structurés. Et equity, private equity, des choses pareilles. Et d'ailleurs, depuis l'époque de Fernando Henrique Cardoso, les fonds de pension, surtout ceux des entreprises publiques, ont eu un rôle très important, premièrement pour la privatisation et en plus pour le financement des gros travaux. Par exemple, le métro à Rio, qui était déjà privé il y a à peu près un an, a été en partie acheté par le fonds de prévoyance de la Banque du Brésil. Alors, il faut remarquer que tous ces systèmes, surtout les fonds de pension, ont une déontologie propre, ont des régimes de gouvernance qui est séparé du gouvernement, même quand il s'agit de fonds de pension d'entreprises publiques. L'actionnaire, comme participant du fonds, peut avoir une certaine voix, mais les décisions sont séparées. Le troisième pilier de l'épargne de long terme, c'est l'investissement étranger. Alors là, on parle d'à peu près 80 milliards d'euros dans la bourse, 50 milliards dans la dette publique et surtout l'investissement direct. Donc, on voit toujours augmenter. Il a diminué un peu en 2009, mais 2010, ça doit être autre 30 milliards d'euros. Alors, ces piliers, ils marchent bien. Mais il faut pour les taux d'investissement au Brésil sont encore bas. On parle de moins de 20% de PIB. Alors, pour augmenter cela, qu'est-ce qu'on a comme politique? D'un côté, un panier de bons projets, d'autre côté, ce qu'on appelle la transparence, on pourrait dire la lisibilité, la confiance, comme on a été dit dans la séance qui a précédé celle-ci. Et je prends l'exemple de Rio avec les Jeux olympiques. Et je m'occupais en fait. J'ai sorti du gouvernement de l'État il y a un mois, full disclosure here. Mais alors, quelle est l'idée là-bas? De faire ce panier de grands projets pour la ville, pour l'État, qui va rester après les Jeux. C'est le legacy, c'est l'héritage de Jeux. Et pour y arriver, qu'est-ce qu'on fait? On augmente la confiance. Une des choses qu'on a fait, c'était obtenir en investment grade, un grade d'investissement. Pourquoi? Pour que les gens, les partenaires qu'on aura besoin pour financer ces travaux aient de la confiance, sachent qu'on ne va pas s'endetter de trop, on ne va pas tout détruire pour avoir des jeux. On veut utiliser les jeux pour avoir des choses qui iront au-delà de 2016. Alors, cela est très positif et on peut voir que ça fait exactement la règle qu'on suivit au Brésil depuis un certain temps.
temps d'assainissement fiscal, de gouvernance, et aussi, surtout, quand on parle de grands projets, de faire très clair qui retiendra le risque. Et alors là, parfois, c'est important d'avoir un partenaire privé, parce qu'il peut faire le travail de garde-fou, même si on considère tous disons, les externalités. Quand on dit, comme mon collègue disait, un résultat positif, ça peut être un résultat économiquement positif, pas forcément financier, mais si on a cette lisibilité et si on a des partenaires qui auront le risque, alors le résultat généralement est beaucoup mieux et beaucoup plus clair et de moins risque. On fera les grands projets, mais d'une façon plus prudente. Et là, je crois que c'est très important et je suis content d'écouter mes collègues dire un peu qu'il faut penser que la grande leçon de cette crise, c'est que si les autorités, les gouvernements et même la société ne veulent pas faire face à ces problèmes et au lieu dit aux banquiers, continuez à prêter, faites les choses, faites vos jeux, parce que la roue ne peut pas s'arrêter. Bon, on sait où on va arriver. C'est pas la première fois que c'était arrivé comme ça. C'est pas un apanage américain. J'oserais dire que même en France, si on pense l'épisode Law, c'était pas très différent que ça au temps de Duc d'Orléans. C'était aussi des innovations financières que promettaient éliminer toute la douleur pour résoudre le problème de croissance, de financement. Et bon, c'est passé comme se passe maintenant. Ça n'a pas tellement changé, comme dit mon collègue de Bayern. Alors, au Brésil, on comprend très bien que notre épargne n'est pas tellement grande. On dépend de l'épargne étrangère. Et de ce côté-là, il faut avoir un système pour bien régler l'investissement étranger. Même si les acteurs changent, les défis sont les mêmes. Il faut dire, nous recevons des investissements étrangers depuis le 19e siècle. J'oserais dire aussi que à l'époque des Anglais, les consuls n'étaient pas oisifs. Donc cette relation entre gouvernement et investissement étranger, même s'il est fait par des entreprises privées, c'est pas quelque chose de nouveau. Il faut bien savoir régler cela pour que cet investissement puisse aussi contribuer à une croissance équilibrée et durable. Donc, l'expérience au Brésil, et c'est une expérience d'ailleurs qui est soutenue par tous les candidats maintenant à l'élection présidentielle d'octobre, c'est que la responsabilité fiscale, cet assainissement, la gouvernance est très important. Cet équilibre macroéconomique, c'est ce qui permet d'ailleurs que les acteurs aient la confiance de l'intervention du gouvernement. Si on n'a pas cet équilibre, les gens n'auront aucune confiance, et même si le gouvernement dépense, et même s'il donne de l'argent, les gens vont essayer de se protéger des risques, et on ne verra pas les investissements comme on pourrait souhaiter. Mais si on a des idées claires, c'est comme le cas, pour nous, j'apporte un tout petit cas, les Jeux Olympiques, la taxe de carbone, c'est important d'avoir un rêve qui est accompagné d'un procès solide, de montrer comme cela va nous porter des investissements qui auront des vrais retours. C'est un peu l'expérience qu'on a maintenant à Rio et au Brésil. Merci. Je passe maintenant la parole à Monsieur Terence Matthews, président de Wesley Clover. Thank you. My name is Terry Matthews. I'm from Canada. I'm speaking because I think this challenges of new growth is very concerning to me. In my career, I've started up about 90 companies. Almost all of them have been successful from scratch. That means pretty much using new graduates, new students, and so on. I invest and start companies up in Canada, United States, UK, and France. I enjoy that very much. I'm very good at it, I guess, after
After about 30 or 40 new companies, I knew what I was doing. The first company was Mitel, and of course you'll see that I'm today chairman of that company. Almost 40 years ago, I borrowed $4,000, not a lot of money, and came out with the first product in about 7 months. How can a company do that? How can I do that? How can you grow a company over many, many years and make it successful? In my career, there's about 3 of the companies have grown over $1 billion a year, again from scratch. So this challenges of new growth concerns me a lot. I can speak a lot of it. And I'll tell you a little bit about how I start companies up. And to some extent, it's belief in the next generation. You know, it was Charles Darwin who said some very interesting things. Charles Darwin said, it isn't the largest that survive. It's not the strongest that survive. It's those able to adapt. Now, I travel all over the world, probably more than most, whether it's China, India, Singapore, Pakistan, most of the European countries, North America, and so on. I am very concerned about Europe, I will tell you. And it's this which I will talk to you about today. In France, as an example. In France, there seems to be an expertise to have large companies, keep large companies into international markets. But it seems that innovation is often just not there for startup companies. I know the government is addressing it with special incentives, but there just is not the startup companies that I would expect from such a well-educated nation. And we could talk a little bit about that. I'll make reference to a recent report from the United States, and you should bear notice of this. In the United States, they found that over the last 25 years, which is quite a long period of time, large companies added nothing in the way of new jobs. It was all new companies, SMEs. In the time that many of us will see the growth of India and China, obviously a concern to everybody. I operate groups in India and China. I mean, you imagine the average salary in China is $700 a year. You couldn't have a meal in Aix-en-Provence for $700. So how do you compete against such things? Because the barriers that were there have gone. I hire engineers in China at $5,000 a year. Cost me $50,000 to $60,000 in France. How can you survive with such a change? And remember that report from the US. All of the growth in jobs in the last 25 years is in new companies. Look at Google. 2 new graduates started up a company in a garage. 2 new grads. How could they possibly do it? In the 10 years that China and India, in particular, have come onto the world markets, Google has grown from nothing in a garage to the size of Microsoft. It's called first mover advantage. You have to be innovative. It isn't about the salaries. It's about creating an innovation cycle in a country, and in particular a belief in the next generation, the new graduates, the students. Believe in them. And it isn't about university R&D. It's almost never commercialized. I hate university R&D. I hate it. Support the companies, not university R&D. It's almost never, ever commercialized. The issue is commercialization. Now, the world, in my view, has become a little wonky. Wonky, out of balance. How can you compete in a country like France against $700 a year? The average salary in an industrial city, Shenzhen, is $1,800 a year. You couldn't live on that here. Absolutely not. And how about India? A little more, but not much more. And there's another factor that is really bothering me. I travel to Asia a lot. It isn't just the low salaries. The work ethic. I bring people to Canada for training. Here's a group of 10 engineers from the Mumbai area. And after the training, which typically is about a month for them to go back, do some work. I talk to them. How was the trip? What did you learn? And in almost every group, they say, well, Mr. Matthews, you know,
Why do people go home at 5 o'clock? You see, the truth is, it isn't just a low salary. They also want to be a somebody. They also want to work hard. They do work hard. And don't think they're not well educated. Absolutely wrong. Very well educated. And look at the environment we are in, Europe and North America. There are essentially no tariff barriers anymore. That was a function of 40 years ago when the US, France, England, Germany say, if the barriers around the world go down, we can export more products. Well, of course, that's true, but it's a two-way valve. That's the tough part. It's two-way. And unfortunately, for us, there's more input now than there is export. So what do we do about this? Remember the Google thing. Google, 2 new engineers, very low salaries, if any. They work for nothing. How about me and my experience? I've started up 90 new companies. I continue to start about 4 new companies a year. How can I possibly do that? What's the magic? It's the new grads. I typically interview 15 or 20 new graduates. You can bet there's engineers in that group. You can bet. More than a half. And I select the people that I think will succeed. Now, this is an interesting little lesson for you, because it isn't typically the ones with the highest marks. This is what you don't want in a new company. You don't want 5 Tiger Woods. They'd kill each other. You don't want that. What you want are people who will work together. Now, in my case, I started up Mitel with $4,000. How can you possibly start a company up with $4,000? Because most of the people working don't earn anything. They work for nothing. They're enthusiastic. They're students. After 7 months, the first product came out. Now, in my case, it was a tone receiver. Pop, 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 pop. The thing at the end of the line when you dial with a telephone. And the product I made, I sold for $150. Even then, it had an 80% gross margin. And the competition was $1,500, 10 times the price. I became the tone receiver king. And how did it come out so quickly? Well, you see, the young people, imagine this, new graduates or people in university, are they typically married? No. Do they typically have children? No, they don't. Can they work 7 days a week around the clock? Yes, they can. And do they if they're turned on? Yes, they do. Can they beat a bigger team somewhere else? Yes, they can. You just have to have faith in the new graduates. You have to bring them along. And the banking system has been pretty much useless in trying to help small companies. Useless, I would say. You have to have faith. There ought to be funds set aside to help these startups. Now, in my case, I start up about 4 or 5 new companies a year. Fortunately, I'm able to just fund it myself. And why do these kids, they are kids, they're only 21, 22 years old. How do these kids work so hard? Working for me for almost nothing. And I'll tell you why. There's a secret. The secret is what they don't earn becomes sweat equity. After a year, they own half the company. And they know that right up front. And I pull another trick. You see, I've been around a long time, and I know lots of different CEOs and senior people, and I tie these new graduates who are in little teams, razor-sharp focus, no baggage, almost no income. Remember, what they don't earn earns ownership. I tie them to a bigger company. Call it a strategic partner. Now, you can understand that if there was a little group, God knows what they call. Let's come up with a funny name. Purple Lips. There's a new company called Purple Lips. And they go along to France Telecom or Deutsche Telekom. Or they go along to Total and they say, you know, we've got this new product and, you know, it's a new company. And even if it's a product that the bigger company likes, they're not going to buy it. They'll buy from a company that's 20, 30, 40, 50 years old because that's stable. You see, the truth of the matter is a new company might go out of business next year. Imagine this young group. You're really going to like our product. Well, how long have you been in business? 6 months. But it's really good, really, really good.
you'll never make it. No credibility. But if you work with a larger company, what happens is the larger company has the client. The larger company has the contracts in place. The larger company can get an audience with the CIO or the CEO or the CTO, whatever the C level is, and get an audience, talk about the new product, and have credibility. The little company can't do that. After the first, second, third clients, then they get credibility. And after the first client and some revenues, they might even be able to raise some funding to keep it going. I have 1 minute, thanks a lot. So the fact of the matter is, if we are to survive, remember Charles Darwin, you cannot beat the labor rate in Asia. Impossible. And it won't go up very fast. China has 1.3 billion people. France doesn't even make the second decimal point. You could remove the entire population of the US. They wouldn't know the difference. It's 1.3 billion people. Anyone that says, I want a big raise, you're fired, someone else will take the place. So you will not see rapid rates of growth on salaries. You will not see much change on tariffs for barriers. You won't see any increase in communication costs, which are almost zero now because of the industry I'm in. And you won't see much increase in freight costs because of automation with the various containers that are automated on and off. So the barriers have gone. It's a flat world. You better get used to it and remember Charles Darwin and have some faith in the next generation and help them to create new industries. Thanks a lot. Nous allons passer la parole à Luca Silippo. Hi, good morning to everybody. I have just 3 points, so 2 minutes each. The first point is that we talk a lot during these days about Europe that has to change the growth model. Well, the news is that also those countries that are growing fast are now changing the model, or they have to change their model. Okay, let's take China. Let's focus on China for all these 6 minutes. China is determined to change its growth model because it understood that the export-led growth model is not going to be viable anymore for many more years. Mr. Matthews just said that wages are not going up high enough or quickly in China, but they are going up. There are starting to be wage pressures, and there started to be social pressures, which of course the Chinese government is very concerned about. Also, the export-led model of growth with the G3 economies, so US, Europe, plus Japan, that are going to grow permanently lower or permanently slower. This model needs some changes. So we speak a lot about model changes in Europe. Also, fast-growing countries should change their model. And here you see all those claims for domestic-led growth that in China seems to be very, very crucial. So the first point is model is changing also there. The second point is where can we find, or where does China, and China is just an example, other countries should probably do the same, where does China find resources to change their model? And the point is resources are within, are already in. So we do not have to find any other new model or any other new financing for what China or other countries want to achieve, the changing model that those countries want to achieve. The resources are within, but the key is the distribution of them. Now, let's once again take the example of China. Resources are distributed very unequally in China. China is, with the Gini coefficient as a measure, the 9th country in which resources are more unequally distributed. And by the way, of the BRIC countries, the best one, because Brazil is the second one,
India is the fourth one, and Russia is the fifth one. So there is a problem of income distribution. But now the income distribution is in China, so rich getting more of the increase in income is very apt to the model of China has been till now. Export-led growth. Rich are spending less and accumulating faster, freeing up resources for investment. Poor are poorer and poorer, and so they will work for nothing. This is a model that is perfect for an export-led growth model that bases its success on cost competitiveness. However, when you change the model, and if you really want to go to a domestic-led growth model, then you have to change this. Then this distribution of income is not anymore perfect, is not anymore apt for this model. So China finds itself in a situation in which it has to promote policies to reduce income inequalities. Very important point. So third point, which is going to be my last point, how to get there. So how to skew policies in order to have a more equal income distribution. Equal is also sometimes a judgment of values. This is not a judgment of values. It's which kind of income distribution is adapted the most to the way you want to grow. So it's not a judgment of values. Well, it turns out to be when you have a income distribution, more equal income distribution, it becomes a judgment of values. Everybody is better off. But in this case, it's just a strategic decision. So how to get there? I read the last week's paper by Olivier Blanchard saying that China should increase marginal tax rate or should make its system of personal taxation more progressive. Let's stop here one moment. What is personal taxation in China? Personal taxation in China is very progressive. So there are growing rates for growing income. There is a non-tax zone. So it's if you look at it, it's a very, very modern system. However, the revenues from taxation coming from personal tax in China are less than 7% of total tax revenues. And in developed countries, to give you a range of an idea, it's around between 30 to 50% of total tax revenue. So there is a problem with personal taxation in China. So is the solution by Blanchard increasing the tax rate works? Well, he obviously thinks yes. I am more skeptical. I think the biggest problem in personal taxation in China is the huge tax evasion among the rich population. Chinese taxes are not gathered like France with the prélèvement à la source. So basically, with the end of year tax statements, but there is a prélèvement à la source. So your tax is immediately when you are a wage earner taken out from your wage, so you receive only a net wage. So there is, because of this system, wages are paid very fully in lower wages population and are evaded in stronger wages or among the richer because they don't have to file, they're not wage earners, so they have to file a statement, and most of the time this statement is not true. So not sure that you should have a more progressive tax. Not sure you have to increase marginal tax rate. So what to do? Well, actually the contrary of progressiveness. In Russia, they have instituted this flat tax rate. And eventually you have a situation in which, of course, I mean, ideally it's a less ethical system. But eventually in Russia, rich pays more tax now because the tax rate is so low that probably they prefer paying taxes than risking of being prosecuted if Mr. Putin is not in love anymore with them. So I think that a tax rate could be something that can be proposed in China, but this is not enough, of course. You have to accompany a flat tax rate with something like there is in France with this impôt sur le patrimoine, so a real wealth tax. And of course, there is a lot of ways to define a wealth tax. There is a
just a plain wealth tax, or a tax on wealth, or a tax on inheritance. So these are taxes that are all aimed at a situation in which rich eventually pay more taxes. So China must think about how to transform its income distribution through taxation. China has to become more communist, I would say, by taxing more the rich and having more equal income distribution. And you would have achieved what seems to be the problem, so how to finance this new model of growth of China. So how to finance this new growth in China and all over the world. Thank you very much. Notre dernier intervenant ce matin à cette table, Monsieur Watanabe. Well, thank you, Chair. So I'd like to confine myself. Well, now we are living in the stage of the world financial situation. They have the two characteristics. One is the shrinking operation of the private financial institution. The another one is the persistent low interest rates. It must be a little bit sounding like the contradictory, but they have their own reason to that. The shrinking private financial operation is coming from the two reasons. One is under the pressure of the Congress and also the taxpayers, because they are financed or they are injected by the tax money to support their capitals. And also the operation is overreaction to the counterparty risk in the markets. So their operation is very small in the short term, even the long term, the financing operation to that. And the persistent low interest rate is coming from the very high interest, the saving the rate in the emerging countries, including forced the saving to that. So it has a very huge pool of the fund, but it is not circulating in the market to that. And sometimes such kind of low rate would become the negative impact to the economy. First one is it gives a hard operation of the pension fund. And also, quite ironically, such kind of the low interest rate gives less employment to the human laborers. The capital formation is much, much cheaper than the wage in the coming days on that. And also, there would be some impact for the slower restructuring of the industrial economy. That means the zombie company can survive with a low interest rate on that. So these are the world we are living on that. So condition of such kind of situation, how we can make the investment financing to the infrastructure. Today's theme I was given to that. In the case of the world, now we are going to expect nearly the 20 trillion US dollars operation for the infrastructure investment in the coming 1 decade. And already the Asian Development Bank has the estimation for the Asia, 8 trillion US dollars, and including the new construction and the maintenance and the repair. And if we cover the other region and also even the developed economies, we are going to have the nearly 20 trillion US dollars operation for the infrastructure investment is needed. But as I said, even though the interest rate is very low, but still nobody wants to put the money into the infrastructure investment on that. That could be somewhat, we need kind of the operation to channel the money into the infrastructure investment on that. And these days, infrastructure investment has three characteristics: the longer term, and also the larger size, and also the making the operation in the more geopolitically risky areas to that. So these three obstacles should be covered by some operation to that. So in that sense, the public institution makes some kind of the contribution to the alleviate such kind of risks in the coming days on that. So Mr. Cauchino says the vendors in Brazil is working very hard to make such kind of very successful operation for the infrastructure investment. And even in the world, all the other public institutions, including multilateral and also the regional and also the bilateral institutions, should work to have the three functions. The first one is a counter-cyclical operation. So last 2 years after the Lehman shock, we have the very small operation of the financial institution for the private sector. So now the World Bank and the Asian Development Bank and other regional bank and also ourselves is making much larger operation to fill
the gap of such kind of shrinking operation of the private sectors on that. The second one is the catalytic function. As I said, the people become very cautious to put the money into the investment. They want to have some kind of guarantee or some kind of assurances. So in that case, the public institution can have some offer of the new proposal of the guarantee system or the assurance mechanism, even the insurance mechanisms, to give the more good confidence to the investors too. So in that case, the catalytic function of the public sector becomes much more important than that. And the third one is a troubleshooting function. I don't say where is very risky, but anyway, more geopolitical risky area would be the target. So they need also huge amount of the investment on that. We have to channel the money over there to the increasing the standard of living of the people to that. But still the investor becomes very cautious without any kind of the support by over the troubleshooting operation to that. So in that case, public institutions should work much harder to have the three functions in the coming days on that. In addition, the final word of myself is now we are living in the very low interest rate operation. But still, I said the no money is successfully channeled into the operation of the investment for the infrastructure. The reason is still the investor wants to have the high rate of return. So sometimes we are discussing on the creation of fund in Asia, in Africa, even Latin America. The fund manager wants to propose, our fund is going to give you 12% or 14% of the rate of return. That's ridiculous. How the infrastructure investment project is going to provide such kind of high rate on that. And able the funding from the banking institution becomes very low because we have the huge abundant money in the banks on that. So I think the people should work on the medium rate of return operation, maybe 7%, 8% would be the appropriate for such kind of infrastructure investment. So in the old days, we have some kind of the very bad competitor in the market, the so-called toxic arrangement and financial instrument. They offer the very high, illusionary high rate of return. But luckily, we don't have any more such kind of competitor under the good regulation on that. So we should make some kind of arrangement to give them more the confidence to the investor to come in with the medium rate of return of the investment. And also it helps to have some kind of the channels of the flow of the capital into the infrastructure investment award to that. So in that case, the interest subsidy or any kind of guarantee system could be provided by the regional or the multilateral institution in the world in the coming days on that. Thank you very much.